Bonjour, bienvenue. Le hackathon 2020 va bientôt commencer. Je me présente, alors masqué pour le début, on fera une petite photo finale à la fin, démasqué. Gérald Contet, donc je suis de l'équipe d'organisation. On vous accueille avec Juliette Tardy. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire d'annonce. Alors, année spéciale comme vous le savez, séance spéciale et puis hackathon inédit, puisque comme vous le saviez, à travers les annonces, on devait faire le hackathon à partir de ce soir. C'est pour ça qu'on a gardé symboliquement cette date. Mais on l'a reporté, je dirais, de quelques semaines. Mais on va vous proposer, pour pouvoir vous préparer un maximum à cet événement, une séquence inédite, puisque à travers notre proposition ce soir, on va vous détailler les différents événements qui vont vous permettre d'être fin prêt pour ce hackathon de mi-janvier. Alors Juliette, si tu peux nous présenter un petit peu l'agenda de ce soir. Oui, effectivement, donc il y a un PowerPoint qui va nous suivre tout au long de la séance. En préambule, je voulais juste vous dire à toutes et à tous que vous pouvez nous écrire sur le chat de l'espace Zoom. Sinon, pour ceux qui nous suivent à distance, n'hésitez pas aussi à commenter sur notre page YouTube, puisqu'on est en live sur les réseaux sociaux aussi. Donc pour cette séance, l'agenda va être assez court et intense, mais c'est pour être efficace. Donc on va vous présenter une petite conférence avec des exemples d'initiatives makers de la santé en région Auvergne-Rhône-Alpes. On vous présentera ensuite les grandes étapes de notre manifestation qu'on vous a préparée en réponse aux éléments de crise sanitaire et d'impossibilité de réunir du public. Et on vous proposera les éléments pratiques pour que tout le monde puisse se mobiliser pour cette manifestation si spéciale cette année. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est un peu la précipitation du début de cet événement, qu'on vous accueille donc avec nos amis de H7 dans ce beau lieu du quartier de la Confluence à Lyon. Donc on est dans l'espace forum qui va nous servir à l'ensemble des événements de préparation. Et c'est un lieu qui permet également d'accueillir les startups, en particulier de la tech, sur le territoire. L'idée en fait du hackathon, c'est quelque chose qui a mûri dans nos têtes depuis de nombreux mois. On est à la 5e édition, on le redit, mais c'est quand même un effort constant que l'on fait à travers avec nos partenaires. Un hackathon qui a débuté en fait en mai, puisqu'on a fait un lancement également en digital. Alors j'aime pas le terme virtuel, mais c'est plus en digital parce que le hackathon il est bien réel. Et puis, alors, dans les différentes séquences qu'on vous présente ici à l'écran, on s'est lancé dans des tables virtuelles pour pouvoir bien faire le tour de la question sur nos thématiques. Vous savez qu'on a un hackathon thématique avec 6 thématiques. On a enchaîné en septembre sur des cafés. Et puis, une phase assez importante qui a eu lieu en octobre-novembre, c'était les ateliers Design Thinking qu'on a fait en semi-présentiel, comme on dit, digital enfin. Avec nos amis de Strat Design, qui est l'école de design qui est juste à côté de H7 à Confluence, et qui nous ont permis d'aller chercher des pistes de projets, des pistes de défis qu'on va vous proposer dans la séquence de préparation du hackathon. Donc on a rassemblé un certain nombre de forces vives et de communautés sur le territoire. On est vraiment dans cette phase de finalisation et d'identification des porteurs. C'est vraiment l'objet aussi un petit peu sous-tendu de cette séance de ce soir. Et on va vous accompagner jusqu'à l'effort du sprint final, donc pour transformer ces réflexions en solutions. Voilà. Juste une précision, comme l'a dit Juliette, vous avez le chat si vous avez des questions. Vous avez surtout les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, etc. Notre site internet où vous avez toutes les infos. Alors suivez bien parce que c'est vraiment important en ce moment, puisqu'on a stabilisé une édition, mais il faut qu'on explique, il faut que les gens, tout le monde comprenne bien ce qu'on veut faire. Effectivement, et puis on n'aurait surtout jamais pu réussir tout ça sans l'apport de nos partenaires. Donc vous les voyez s'afficher à l'écran. On a notre partenaire historique qui a permis la mise en œuvre du Hacking Health à Lyon. C'est la métropole du Grand Lyon. On a ensuite nos partenaires qui nous suivent aussi depuis le début avec Sanofi, Apicil qui nous a rejoint, la région Auvergne-Rhône-Alpes, La Poste, la Caisse d'épargne, la Fondation des Hospices Civils de Lyon, l'Aderly avec Only Lyon, et puis aussi, bien sûr, H7 qui nous accueille aujourd'hui pour cette 5e édition. On n'oublie pas aussi l'ensemble de nos partenaires que vous retrouvez aussi également derrière nous, qui contribuent par leur réseau, par leurs appuis techniques et tout l'apport qu'il y a dans cet écosystème riche qui est l'innovation à Lyon.
Alors vous avez à l'écran tout en haut Hacking Health. Il y a encore des gens qui se demandent ce que c'est qu'Hacking Health. Donc on va leur expliquer, on va faire des séances spéciales. Mais en fait, il nous manque un ingrédient, je dirais. Le sirop d'érable qu'on pourrait imaginer sur les partenaires. La touche finale. La touche finale. Et je crois qu'on a notre ami Luc qui est là. Je l'ai vu tout à l'heure, donc je suis sûr qu'il est là. Et Luc, tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est fantastique d'être avec vous. Écoute, c'était comme si j'étais dans le H7 avec vous à cet endroit mythique, mais je le suis de façon virtuelle en direct du Canada, en direct du Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent avec un petit gruau au sirop d'érable avec vous ce matin. Merci. Pour moi, c'est le matin, hein? Bah oui, oui. Bienvenue, Alors, Luc. nous, le soleil se couche, Luc, et toi, il se lève. C'est toute la magie des hackathons à distance. C'est-à-dire qu'on peut maintenant... C'est l'effet international que vous avez. Hein. Vous êtes ceux qui, quand vous relevez des défis comme ça, vous passez le bâton, et là, ça s'amène partout à l'international. Vous m'avez fait une belle passe avec le soleil. Superbe. Donc, on va te retrouver en fil rouge de cette heure, Luc. Tu aiguises tes réflexions, aiguises tes remarques. Bon, on va aussi te faire des surprises pendant le hackathon, et on a plein de trucs de techno à te montrer dans les séquences. Ce qui est important, c'est que vous avez pris l'initiative de réunir les gens. Ça, c'est extraordinaire parce que la créativité, elle est démultipliée quand on amène les gens. Et quand on veut innover, il faut avoir tous les ingrédients, et c'est ce que vous faites à Lyon ce soir, et c'est franchement impressionnant. Merci encore pour ta présence et d'avoir dans ton agenda très contraint ouvert une fenêtre sur Lyon. C'est extrêmement gentil de ta part. On va dire d'une part enchaîner, hein, puisque comme l'a dit Juliette, on a plusieurs séquences avant d'arriver un peu à l'explication de l'ensemble des phases. On a prévu une mini-conférence. Hein. Alors le mot conférence est un peu prétentieux par rapport à ce qu'on aimerait faire quand tout le monde est là dans la salle, à trépigner, à s'exciter en préambule du hackathon. Mais en fait, on va passer la parole en fait à trois personnes, enfin à quatre exactement, puisqu'il y a une double intervention sur la question des makers. Alors les makers, au final, la crise sanitaire, la crise Covid, enfin les crises actuelles ont révélé quand même des ingéniosités qui se sont concrétisées dans des temps records. Alors c'est ce qu'on a nous qualifié de makers de la santé sur le territoire. Donc si on pouvait repasser du coup sur le PowerPoint pour que je puisse bien introduire les personnes qui vont se présenter. Donc l'idée en fait c'est de parler de trois réalisations, de trois initiatives qui ont été déployées dans le territoire sur des impulsions quasiment spontanées des différentes institutions. Et la première expérience, c'est l'expérience qui a été celle de la région, accompagnée d'un certain nombre de partenaires, pour mettre à disposition, au final, une technologie révolutionnaire, très innovante. Je ne vais pas déflorer le sujet, puisque Sandrine Schex, qui est la conseillère spéciale au handicap auprès du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, va vous expliquer l'expérience réelle hein, qui a été menée pendant plusieurs semaines auprès d'une certaine population du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je pense que Sandrine Schex est derrière l'écran, pour nous derrière l'écran, mais elle aussi d'ailleurs. Bonjour Madame Schex. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, comme je le dis, on est assez subjugué par l'initiative qui a été prise et surtout les retours d'expérience qui ont été ceux de la téléprésence. Donc, je vais plus simplement vous passer la parole, comme ça vous allez être en mesure d'expliquer vraiment l'expérience que vous avez mise en place à travers la première phase 1 du confinement. C'est à vous. Bonjour à toutes, merci, bonjour à toutes et à tous.
Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons expérimenté et déployé des robots de téléprésence dans les lycées afin que les élèves malades ou en situation de handicap puissent continuer à suivre leurs cours à distance, soit de l'hôpital, soit de chez eux. Ce robot de téléprésence qui est confectionné par la société Awabot est en fait une sorte de Skype à roulette, voilà, on le voit sur la photo, qui peut être piloté à distance à partir d'un ordinateur et du coup le robot peut s'approcher des personnes et être à l'initiative au départ en tout cas d'une relation entre un élève et l'enseignant ou les camarades dans sa classe. Et puis comme vous le savez, lors du premier confinement, les lycées ont fermé. Et nous nous sommes dit, les robots restent dans les équipements et malheureusement ne servent pas. Et nous nous sommes posé la question de savoir, compte tenu des premiers, on va dire, des premières victimes de ce confinement, notamment les personnes âgées dans les EHPAD, nous nous sommes dit, mais ce robot de téléprésence, plutôt qu'il reste à ne pas être utilisé, on ne pourrait pas le mettre à disposition des EHPAD volontaires pour en même temps, évidemment, favoriser ce lien, maintenir du lien avec les familles qui ne pouvaient plus rendre visite à leurs anciens, mais également de pouvoir permettre aussi à des animateurs, par exemple, de pouvoir continuer à intervenir au sein de l'établissement pour apporter un peu de vie. Alors cet objectif, il a été mis en place d'une manière assez réactive et je voulais remercier Isabelle Besson de la mission handicap de la région et également la société Awabot qui ont été vraiment exceptionnelles parce qu'en très très peu de temps, avec l'accord des autorités académiques à qui nous avions confié les robots, nous sommes allés récupérer les robots qui étaient dans les lycées et nous les avons amenés dans les EHPAD. Et là, avec très peu finalement de formation, très vite les familles se sont appropriées l'outil et les personnes âgées étaient vraiment ravis de pouvoir maintenir ce lien qui était essentiel pendant cette période très très difficile et anxiogène, un impact fort sur le maintien du lien humain, familial, avec parfois des familles à l'étranger, des familles qui habituellement passaient un coup de fil, mais pour des personnes âgées, le téléphone c'est bien, mais c'est pas toujours facile. Et là, avec l'image, le fait de pouvoir voir ses proches, c'était des moments, j'allais dire, lumineux pour les personnes de ce que nous ont traduit les accompagnants et le personnel de ces EHPAD. Et puis aussi pour les familles d'être rassurées, parce que là, souvent les personnes âgées, elles font un effort quand elles sont au téléphone pour faire croire que tout va bien, mais c'est pas toujours le cas. Et là, le fait d'avoir l'image, ça a aussi rassuré les familles, de pouvoir se dire, finalement, elle a plutôt une bonne tête, elle a l'air d'aller bien, ou il a l'air d'aller bien. Donc ça a vraiment créé ce lien et nous avons, à la suite de cette mise à disposition, mis en place une étude avec l'Institut français d'éducation qui nous avait accompagnés sur le déploiement des robots pour analyser les retours à la fois négatifs et positifs de cette expérimentation. Et avec l'aide d'ICARE, nous avons fait un bilan et ce bilan est extrêmement positif. Alors évidemment, il peut y avoir parfois des problèmes de connexion puisque ce robot fonctionne avec la Wi-Fi ou des clés 4G. Donc dans certains endroits, c'est pas toujours évident. Mais globalement, le taux de satisfaction a été extrêmement important, au-delà de ce que certains ont pu retrouver avec l'usage par exemple de tablettes ou de WhatsApp sur les téléphones, parce que l'ergonomie de ce robot permet d'avoir le visage de son interlocuteur on a l'impression d'avoir vraiment la personne en face de soi, de faire en sorte que le robot puisse aller directement dans les chambres. Lorsqu'il y a eu le confinement, qu'il y a eu un isolement total, c'était extrêmement important. Et ça a permis aussi à certains soignants qui se sont confinés volontairement dans des EHPAD pour éviter la contamination, de pouvoir aussi garder le lien avec leur famille. Donc voilà, ça a été une très très belle expérience, un retour très positif sur lequel
laquelle nous sommes en réflexion de manière à voir comment est-ce qu'on peut peut-être, que ce soit à la région ou que ce soit avec nos partenaires, départements ou d'autres collectivités, voir comment est-ce que ce type d'outil peut vraiment rendre service à des personnes qui sont en situation d'isolement. Alors c'est dans les EHPAD, mais ça peut être évidemment à l'hôpital aussi. On a vécu des choses difficiles. Malheureusement, on le vit encore. Et je pense que la nouvelle technologie au service de l'humain, au service du lien social, est vraiment quelque chose de très important. Et c'est un apport sur lequel il faut qu'on réfléchisse davantage. Mais c'était une très belle expérimentation en tout cas. Merci Madame Chex pour cette fenêtre donnée sur une expérience. Alors on est vraiment dans notre contexte hacking puisque l'usage a été détourné. Enfin, il a été détourné. Ben oui, avec une petite solution qui a fait une grande différence, c'est la philosophie du hacking. C'est exactement ça. On arrive à détourner, arranger, faire des choses avec peu. Alors, on n'a pas le temps de beaucoup de questions, malheureusement. Juste préciser qu'il y a sur les réseaux actuellement le webinaire de restitution que vous avez mentionné sur l'évaluation qui a été faite de cette pratique. On imagine plein d'usages aussi, vous l'avez mentionné, qui pourraient permettre de développer encore plus cet outil dans le contexte de l'isolement des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On ne va pas, comme je le dis, avoir le temps de beaucoup de questions. Merci. Merci de vous être rendu disponible aussi dans un agenda très chargé et très tendu étant donné la situation en Auvergne-Rhône-Alpes au niveau de la pandémie. On aura l'occasion de se revoir en particulier dans le hackathon version sprint. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Je passe la parole du coup à Juliette pour nous présenter la deuxième expérience qui a eu lieu, enfin qui est en cours encore. Oui, merci encore Madame Chex pour votre participation et votre renfort sur cette solution hyper intéressante qui a été proposée dans les EHPAD. On va passer la main du coup à une autre forme institutionnelle aussi du mouvement Maker, comme on l'entend, avec une présentation rapide de Madame Armelle Dion, qui est responsable du coup de la cellule innovation transversale des Hospices civils de Lyon, qui présentera de manière très globale la démarche au sein d'un établissement CHU de grande importance. Et ensuite, elle passera la main à Madame Peggy Leplat, du coup, qui est en charge du management de la stratégie financière et opérationnelle du parc d'équipement d'imagerie des Hospices civils de Lyon, sous un autre nom, Collab 3D, mais j'en dis pas plus, je laisse tout de suite la parole à Madame Dion. Bonjour à tous et merci de nous avoir laissé quelques minutes pour présenter certaines des innovations qu'on a eu l'opportunité de mettre en œuvre ou plutôt qui ont fleuri à l'occasion de la première crise pandémique Covid et qu'on s'efforce de faire fructifier, y compris en dehors de des crises. Donc effectivement, moi je suis directrice adjointe à la direction de la recherche clinique et de l'innovation des Hospices civils de Lyon. Les Hospices civils de Lyon, c'est 23 000 personnes. Donc d'habitude, c'est un paquebot, mais pendant pendant les crises Covid, il a fallu qu'on fasse de la régate comme si on était un petit laser. Et c'est ce qu'on a essayé de faire parce que partout, les agents, quels qu'ils soient, avaient des idées de choses un peu innovantes, de façons de faire un peu différentes. Et on a eu à cœur de recenser toutes ces innovations une fois qu'on a lancé notre questionnaire au mois de mai. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de toutes les modifications, toutes les innovations qui ont été mises en œuvre de façon très spontanée, avec beaucoup de réactivité pendant cette crise. Alors, c'est la mission transversale innovation qui a lancé ce recensement. Et on a récupéré pas loin de 132 réponses au questionnaire qu'on a essayé de classer dans plusieurs catégories. Alors, il y a certaines choses que véritablement on pense qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'aux HCL. Elles sont au nombre de 3, mais aujourd'hui, on va surtout parler d'une catégorie d'innovation qui existait avant ailleurs qu'aux HCL, mais que à l'occasion de la pandémie, nous avons pour la première fois fait fleurir et fait émerger aux HCL. L'une de ces innovations, plus particulièrement, c'est le fait de développer la production d'objets 3D
Alors, on avait déjà commencé, nous, à travailler assez fortement avec l'université, l'INSA, sur un partenariat pour produire des dispositifs médicaux innovants en 3D, mais ça, c'est des processus qui prennent du temps et qui sont assez complexes. Et ce que Peggy Leplat va vous présenter, c'est la mise en place de façon très spontanée et solidaire de capacités de production d'objets simples, mais en grande quantité et qui ont vraiment fait la différence pendant la première crise et qu'aujourd'hui, on cherche à faire fructifier sous la forme d'un partenariat de plus long terme. Donc voilà, je lui laisse la parole, mais il était important pour nous de montrer qu'on a toute une pépinière, là, tout un foisonnement d'innovation qu'on essaye de faire émerger, de partager au sein de notre structure, mais aussi avec nos partenaires. Et pour cela, le hackathon est une merveilleuse opportunité. Donc encore merci de nous laisser la possibilité de présenter ce qu'on a fait avec nos partenaires. Parfait, on va vous passer la parole, Madame Leplat. Bonjour à tous, donc Peggy Leplat. On charge entre autres de coordonner depuis quelques mois les projets en impression 3D. Donc, je vais vous présenter la plateforme Collab 3D qui est née depuis la crise Covid. Donc, comment elle a émergé? Comme tous les établissements, en février-mars dernier, on a dû faire face à de grosses difficultés d'approvisionnement d'équipements de toutes sortes. Des choses aussi simples que des masques, des blouses, des écrans faciaux. Donc il a fallu tout de suite essayer de réfléchir à comment on pouvait proposer des solutions palliatives à ces difficultés d'approvisionnement. Et en parallèle, on a reçu tout un tas de propositions d'aide, de dons, et notamment en impression 3D. Donc c'est là qu'a émergé, si vous pouvez passer la slide suivante s'il vous plaît, c'est là qu'a émergé un réseau de makers bénévoles dans la région. Donc toutes ces personnes, enfin toutes les enseignes que vous voyez sur la diapo, ce sont des entreprises, des particuliers, des écoles, des grandes écoles qui nous ont proposé leur aide en impression 3D et notamment pour nous aider à fabriquer des équipements de protection supplémentaires pour tous les agents qui étaient vraiment exposés au virus. Et la diapo d'après, merci. Et c'est comme ça qu'en moins de 2 mois, on a réussi à fabriquer et à distribuer dans tous les établissements des hospices civils de Lyon, mais également des partenaires avec qui on a travaillé pendant toute cette période difficile, près de 15 000 visières grâce à l'impression 3D. Et on a également pu explorer d'autres pistes, alors qu'on n'a pas mis en œuvre dans nos sites, mais qu'on a quand même creusé au cas où, comme la démultiplication des respirateurs, parce que vous savez tous qu'on a eu aussi des problèmes en approvisionnement de respirateurs au démarrage, des solutions de ventilation non invasive, et on est même allé jusqu'à aussi tester des écouvillons imprimés en 3D. Donc la crise est passée, en tout cas la première crise, et 2 ou 3 mois après, donc l'INSA qui faisait partie du réseau qu'on a mis en place est venu nous voir en nous disant bah voilà, grâce à notre fondation, on a pu acheter une vingtaine d'imprimantes 3D pour répondre à vos besoins au plus haut de la crise. Maintenant, on vous propose de vous les mettre à disposition si vous le souhaitez. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de construire une plateforme ensemble, partagée, qu'on installerait dans nos locaux et qui permettrait du coup de produire des produits, des petits objets simples mais complètement adaptés aux besoins de l'hospitalier. Donc pas des dispositifs médicaux, hein, mais vraiment des objets simples mais vraiment adaptés. Ça, c'était l'objectif premier. Et le deuxième objectif, c'était de dire on en fera un lieu de formation pour le personnel qui serait intéressé pour développer des compétences en impression 3D. Et ce serait aussi l'occasion d'accueillir des étudiants, INSA, entre autres, pour venir travailler avec nous sur des thématiques qu'on pourrait résoudre avec l'impression 3D. Donc, depuis le mois de septembre, on a une plateforme avec une vingtaine d'imprimantes 3D qui est gérée grâce à une petite vingtaine de bénévoles à la fois constitués d'agents HCL qui viennent faire ça en plus de leur travail et qui viennent consacrer au moins une demi-journée par semaine à faire fonctionner la plateforme, et également des enseignants INSA. Et donc tous les jours, on conçoit, on produit, on répond à ce qu'on appelle des idées 3D que nous remonte la communauté hospitalière. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a pu fabriquer, là il y a une petite photo sur la slide, c'est ce qu'on appelle le bouchon pince. Donc c'est un produit qui est vraiment né du Covid et qui est un besoin qui nous a été remonté par nos biologistes. Donc c'est un bouchon qui permet d'attraper les couvillons quand le tube arrive au centre de biologie, pour enlever les couvillons du tube avant de le mettre dans l'automate d'analyse. On prend ce petit bouchon, on extrait les couvillons de manière très rapide et à moindre coût, et ensuite on analyse le prélèvement nasopharyngé.
Voilà, et du coup, on explore maintenant d'autres pistes pour encore faire fructifier ce partenariat. Et dans les pistes qu'on creuse en ce moment, c'est l'idée de monter un Rehab Lab. Donc là, on travaille avec des ergothérapeutes d'un de nos sites, donc Henri Gabriel, qui nous soumettent plein d'idées à développer en impression 3D, des objets qui facilitent la vie quotidienne de leurs patients qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. Donc on développe des aides à l'écriture, des aides à l'appréhension, et qu'on imprime en direct avec les imprimantes 3D et complètement adaptées aux dimensions du patient. Une autre piste qu'on creuse aussi, c'est proposer des ateliers de découverte d'impression 3D à nos jeunes patients qui sont soit en longue hospitalisation chez nous, soit qui viennent de manière récurrente et à qui on pourrait proposer pendant leur traitement de se distraire un peu et puis de découvrir les mondes du numérique, de l'ingénierie. Et puis après, d'autres pistes sont en cours de réflexion. On pourra en faire aussi une plateforme de rencontres, de co-création en lien avec l'innovation. Voilà. Donc on explore et on espère pérenniser cette structure au-delà du mois de juin, qui est la date à laquelle on est censé en avoir fait une preuve de concept. Merci pour ces expériences stimulantes, sachant que là, on aborde en fait une autre thématique au final des makers, c'est comment on va faire très concrètement avec des outils dits d'impression 3D, de prototypage, tout de suite des solutions. C'est un peu aussi le sel un peu du hackathon, hein, dans sa vision déploiement de maquettes. Luc, je vais peut-être pas te laisser tout répondre parce que là, tu vas partir sur plein de choses. Alors, on t'entend pas, mais... Voilà, c'était tout prévu. Non, mais c'est bravo, continuez. Donc, merci aux hospices et à la cellule d'innovation transversale. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On reparlera des hospices civils et de la Fondation pour les hospices civils de Lyon dans la suite de cette soirée, mais aussi après, puisqu'il y a un beau défi sur les maladies rares. Oui, leur merci présence Armelle. est fondamentale. C'est extrêmement important que les hospices de Lyon soient partie prenante de cette démarche parce que c'est pour créer, mais aussi intégrer les innovations. Tout à fait. C'est l'esprit dans lequel on le fait. Merci à vous, merci Armelle, merci Peggy pour ce témoignage. On va passer à un dernier exemple. Alors, le dernier exemple, vous le connaissez au final, parce que on vous parle de plein de projets dans les hackathons. Hein. On est lanceurs des accompagnateurs, on est des facilitateurs de projets, puis on nous dit toujours après, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Ben là, on va vous donner un petit exemple à travers Quentin Polic, qui est interne en médecine générale, qui a en fait monté une équipe il y a 2 ans sur la question de l'admission des personnes allophones. Je pense que tu t'en souviens, Luc. C'était initialement un projet vague, et puis progressivement, ce projet, d'ailleurs, s'appelait déjà Marty, hein, initialement. Mais pour aller droit au but, je vais passer la parole à Quentin, qui est lui-même sur le front, hein, puisque Quentin est est à Annemasse en train de techniquer, pratiquer la médecine du quotidien et la médecine de crise en pandémie. Quentin, je te passe la parole pour nous expliquer où en est Marty aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Gérald, j'espère que vous m'entendez bien. Pardon. Donc, vous m'entendez, oui? Oui, impec. Parfait, mais on t'avait perdu, mais maintenant on t'entend. Ok. Donc effectivement, le projet Marty a été très bien résumé par Gérald. Donc l'objectif, c'est d'avoir une borne qui va permettre en fait aux patients étrangers de faire son propre interrogatoire de manière virtuelle pendant son temps d'attente en fait aux urgences. Pourquoi multimodal cette borne? Parce qu'en fait, on va utiliser des pictogrammes qui vont permettre de contourner la barrière de la langue, quel que soit le handicap du patient. Et donc, comme a dit Gérald, effectivement, c'est sur la diapo suivante, notre projet est né au Hacking Health Lyon en novembre 2018. Initialement, on était une équipe de 8, on était 2 informaticiens, 2 ergothérapeutes, 2 designers, et puis Ilyes et moi, donc 2 étudiants en médecine. Et l'objectif un peu de ma prise de parole, c'est aussi de vous montrer que le projet, il faut qu'il ait un post-hackathon, il ne faut pas qu'il s'arrête là, ça c'est sûr, mais que ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut retravailler le projet, l'équipe est amenée aussi parfois à bouger, les gens n'ont pas forcément tous les mêmes motivations, la même vision du projet, le même emploi du temps. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais qu'il faut absolument faire. Il y a trop de projets issus de hackathons qui donnent rien derrière, alors que voilà, il suffit de trouver vraiment le bon angle d'attaque. Et donc voilà, après la diapo suivante, c'est pour vous montrer un petit peu, alors c'est pas pour rentrer dans les détails de
notre projet, c'est pas mon objectif, mais c'est pour vous montrer que voilà, l'avancement se fait lentement. Nous, ça se fait sur 2 ans parce qu'on est tous, on a tous un travail à côté, donc on fait tout ça un petit peu sur notre comme side project, mais n'empêche que ça avance. Maintenant, on n'est plus du tout 8, on n'est plus que 5 dans l'équipe. Et puis, il y a une designer qui a rejoint le projet également. Donc, l'équipe a beaucoup bougé, mais ça, c'est pas quelque chose de grave et il faut pas hésiter, une fois que vous avez fini le hackathon, à accepter de faire pivoter un peu le projet. Donc voilà, donc nous, le Hacking Health Lyon en novembre 2018. Ensuite, on a fait une petite étude de marché quelques mois plus tard. On a fait des devis aussi auprès de fabricants de bornes. Puis surtout, ce qui est intéressant, je pense vraiment, à Lyon, c'est d'avoir le programme de Lyon Startup, qui est vraiment très accessible, gratuit et très enrichissant, avec un concours de pitch aussi qui permet un petit peu de se former rapidement au pitch que vous serez peut-être amené à faire devant des investisseurs, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je recommande. Ensuite, on a fait un prototype pour la pédiatrie, puisque maintenant on se focalise dans un premier temps sur nos prototypes sur les enfants jusqu'à 3 ans. Donc c'est l'interrogatoire qui est fait aux urgences auprès des parents, évidemment. Et puis ensuite, on a eu le deuxième prix du concours d'une agence web qui s'appelle Novaway, basée à Villeurbanne, CTO as a Service Contest, ce qui nous a donné accès à des ateliers d'UX, design et puis de maquettage. Et là, on est en train de mettre en place un partenariat à la fois avec l'équipe ICAR, donc une équipe de l'ENS et du CNRS qui est un petit peu spécialisée dans l'interprétariat médico-social, et puis avec un financement donc par Pulsalis, et puis également un partenariat pour tester ce premier prototype avec les Hospices civils de Lyon au sein du service des urgences pédiatriques de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Donc voilà, j'en dirai pas beaucoup plus. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir un exemple un petit peu d'un projet issu du Hacking Health Lyon, et de pas hésiter, de savoir qu'il faut vraiment une flexibilité d'esprit une fois le hackathon terminé pour savoir rebondir, parce que le hackathon, c'est très stimulant, vous allez voir. Mais après, il y a une sorte un peu de trou noir et il faut savoir rebondir. Voilà. Merci Quentin. C'est d'autant plus remarquable que il y a un nouvel invité est parti vraiment d'une idée telle qu'on l'imagine dans le hackathon. Donc merci Quentin. C'est difficile de garder son calme quand on voit Luc à l'écran, mais on va quand même conserver. Voilà. Oui, merci. Moi, je me rappelle de ce projet. C'était emballant. C'était tellement visionnaire. C'est fantastique de voir leur progrès. Donc, ce que vous avez bien saisi, c'est qu'aujourd'hui, la société de transfert de technologie avec le laboratoire ICAR, qui est spécialisé dans le langage vers des formes pictogrammes, etc., s'implique dans le projet, et la SAT Pulsalis, qui fait partie de nos partenaires aussi, s'est impliquée dans cette aventure. Je préciserai aussi, ça a été mentionné, le programme Startup de Lyon Startup, qui est piloté aussi par la Fondation pour les cités de Lyon, qui fait partie des initiateurs de la première heure avec la métropole de cette initiative Hacking Health Lyon, avec Luc. Et voilà, c'est une démonstration aussi que l'environnement favorable qu'on peut créer, qui existe à Lyon, permet, et sur la région, de favoriser ces projets. Alors Luc, maintenant que ton chien, comment il s'appelle ton chien? C'était Bella. Bon. En fait, l'idée, Luc, mais là aussi, c'est sous forme de pitch, tu sais, les hackathons, c'est les pitchs, c'est le mot-clé. En fait, on a eu des aperçus rapides un peu de ce qui s'est passé pendant la crise. Elle est dramatique, mais elle est aussi accélérateur de plein de choses. Et je crois qu'Hacking Health au sens mouvement international, c'est beaucoup mobilisé. C'est-à-dire que pendant la phase 1 des confinements, du premier pic, il y a eu des initiatives qui ont été prises par les uns et par les autres. Alors, je ne te demande pas d'être exhaustif sur la carte mondiale de toutes ces initiatives, mais si tu pouvais juste nous faire un petit focus là-dessus en, 3 minutes. D'abord, l'esprit d'innovation, il est bien vivant, et puis vous le voyez ici à Lyon, c'est peut-être un endroit dans le monde où on l'articule le mieux possible. Le travail du iCare Lab est essentiel puisqu'il amène les intervenants dans une démarche de laboratoire vivant dans les hospices, dans les centres hospitaliers, dans les centres de soins longue durée pour les personnes âgées. Vous avez vu quelques exemples. Et c'est important que cette dynamique d'amener les acteurs de l'innovation au service des acteurs de la santé
se passe et vous le faites d'une façon exceptionnelle. Dans des temps de pandémie, c'est d'autant plus important. Et ça s'est passé, oui, Gérald et Juliette, partout dans le monde, dans une dizaine de villes, dont Besançon, à Strasbourg, à Ottawa, ici à Waterloo, beaucoup au Mexique également, à Berlin. Plusieurs hackathons virtuels ont été orientés sur des solutions d'urgence technologiques ou des innovations sociales pour aider à franchir ces temps de confinement, aider à absorber ces recrudescences de demandes sur le système de la santé. Je pense que la conclusion la plus importante, c'est de voir quand la nécessité est mère de l'invention. Quand on a besoin de relever des défis, l'intelligence humaine, la créativité collective, ce que les innovateurs, innovatrices, start-upeurs, start-upeuses, entreprises, innovateurs sociaux de tout acabit peuvent faire est extraordinaire. Ce que les cliniciens, les gens de la première ligne, les médecins, les infirmières, les professionnels de la santé, ce qu'eux peuvent aussi arriver à faire en très peu de temps est remarquable. Et c'est là la conclusion essentielle. Si on y est arrivé pendant la COVID, si on a réussi à faire des pas de géant en termes d'adoption d'outils numériques, en termes de réinvention des façons de travailler, des flux de travail, en termes d'adoption des outils virtuels pour connecter, mieux soigner et aller offrir des meilleurs services, si on a réussi à faire ça pendant la COVID, eh bien, pourquoi pas le faire pour toujours? Qu'est-ce qui nous attend d'extraordinaire post-COVID? Moi, je pense que j'ai vu des choses fantastiques se passer dans le monde, dans différentes villes et à Lyon. Donc, je pense que le défi maintenant, c'est d'inventer, comme vous le dites si bien, le futur de la santé. C'est vrai, Luc, merci pour ce tour du monde un peu rapide, mais il a été vraiment fort cet engagement dans le mouvement Hacking Health. On a pu voir dès le début de la crise Covid une forte solidarité entre les chapitres internationaux menés par toi avec les réunions régulières des chapter leaders qui étaient vraiment hyper stimulantes, tant pour se partager déjà des points de situation sur les crises endémiques que chacun vivait dans ces territoires, mais aussi pour se partager des outils, pour se partager des concepts, des idées qui fonctionnent pas, des choses à adapter et à réinventer, et pour que tout ça puisse vraiment être réactif. Ouais, et ça vraiment c'était une vraie chance de pouvoir participer à ça, et c'est en ça que Hacking Health, le mouvement international, est hyper percutant, encore plus du coup dans ces situations de crise où il faut aller vite, où il y a cette question d'urgence et de temporalité. Donc absolument. Merci encore. On doit se réinventer. Vous êtes ceux qui le faites sur la première ligne. On est heureux de connecter avec vous de partout dans le monde. Ouais, et effectivement, donc pour faire la transition, c'est vrai que dès l'annonce de notre 5e édition, on a su et on a voulu proposer surtout des animations toujours en phase avec cette situation de crise, mais en gardant l'esprit Hacking Health et cette capacité d'agir malgré les difficultés et les contraintes. C'est ça qui fait l'innovation aussi. Donc en 1 minute, on va vous faire une... La philosophie que tout le monde est invité. L'innovation, c'est pas réservé à quelques élus. L'innovation la plus percutante, la plus utile, celle qui va avoir le plus de chances de succès, c'est celle qui viennent des gens de la première ligne, des usagers, et qui les inclut dans la création des nouvelles technologies. Oui, effectivement, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, c'est que une des grandes forces de ce mouvement, c'est d'arriver à capter cet intérêt de toutes les communautés et de rassembler, de fédérer pour une action commune. Et effectivement, malgré les difficultés de la crise et de l'incapacité de rassembler ce public en présentiel comme on avait l'habitude de le faire, on a pu du coup penser de nouvelles façons de connecter les gens. Et donc pour ça, on vous propose cette petite rétrospective d'1 minute pour vous montrer un peu tout ce qu'on a pu faire pour connecter justement ces forces vives, ces énergies qui nous sont essentielles pour le Hacking Health à Lyon.
Bon, on vous a donné un petit aperçu, on va dire, de ces 6 mois. On a lancé ça en mai. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on a eu plusieurs séquences, design thinking, etc. Tu vois, Luc, on n'a pas chômé sur nos 6 défis. Incroyable, avec toutes sortes de façons techniques d'y arriver, en virtuel, en présentiel, en mix, avec plein de technologies, c'est remarquable. Voilà, donc on a respecté les contraintes imposées par la crise sanitaire, ce qui est bien normal. Et on va quand même profiter de l'occasion, même si c'est vraiment l'objet de la prochaine séquence qui aura lieu le 9 décembre, de vous rappeler un petit peu les défis, les thématiques qu'on a proposées à l'ordre du jour de cette 5e édition à Lyon. Donc la première thématique, c'est une thématique qui concerne la formation au numérique des professionnels de santé. C'est vrai que les professionnels de santé, ils ont été vraiment, pour certains qui étaient déjà habiles sur ces outils, ils ont pu exprimer à travers, avec les habiletés qu'ils avaient développées, toute la capacité à faire de la télémédecine, par exemple, mais malheureusement, tout le monde n'a pas le même niveau au niveau du numérique. Et le premier défi, ça vient répondre à cette question, c'est-à-dire comment on crée des outils, des environnements virtuels éventuellement, pour pouvoir faciliter la formation et l'adoption des outils du numérique. Oui, et puis on a un deuxième défi du coup qui est soutenu aussi par Apicil qui concerne les seniors en activité. Donc je profite de cette grande audience pour rappeler le public que l'on vise quand on parle des seniors en activité. Ces seniors au sens de la hiérarchie dans l'entreprise, des personnes qui ont entre 45 et 65 ans. Comment mieux prévenir leur santé avant cette étape critique qui est le passage à la retraite, au régime de la retraite. Donc voilà, quelles sont les propositions que nous pouvons mettre en œuvre pour que véritablement le public des seniors en activité 45-65 ans se sente concerné par la promotion de la santé. On a un troisième défi aussi qui est autour de l'expérience patient en oncologie, soutenu avec le Cancéropole Clara et le Centre Léon Bérard à Lyon, centre de lutte contre le cancer. Donc ce défi-là vise en fait à rendre davantage comprise, en tout cas, de mieux comprendre et de mieux analyser et percevoir le ressenti du patient, pas que dans sa version satisfaction des soins et de la manière dont il a été pris en charge, mais surtout de comment rendre en fait une nouvelle version de cette relation soignant-soigné, où le patient peut être quelque part expert de son corps, de sa maladie, de sa prise en charge, et témoigner du coup en direct et travailler de pair avec le soignant qui lui apporte une expertise médicale, scientifique et thérapeutique. Alors le quatrième défi, c'est le défi qui est autour de la prévention et la prévention de terrain à travers ce qu'on appelle les CPTS. Alors pour toi, Luc, ça doit être du chinois ou voilà. Les CPTS, c'est les communautés. En fait, c'est les médecins de première ligne, c'est les professionnels de santé de première ligne, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui sont sur le terrain. Alors tout le monde est sur le terrain, en particulier sur les problématiques de pandémie, mais là, on parle du médecin généraliste, on parle de l'infirmier, on parle du kiné, etc., qui sont la plupart du temps dans les territoires qui sont entre guillemets dits isolés, mais pas que. Il y a des CPTS aussi dans les centres-villes et dans les banlieues, mais c'est des communautés de professionnels de santé. Et parmi ces objectifs, il y a des objectifs liés à la prévention. Donc la prévention, c'est, vous le savez, un sujet extrêmement important. On en parle tous les jours dans le cadre de la crise Covid. Aujourd'hui, la prévention, c'est aussi le diabète, c'est les personnes fragilisées, etc. Et c'est bien sûr des thématiques fortes qui vont arriver, la vaccination, potentiellement. Voilà, le cinquième défi, c'est celui qu'on avait entrouvert dans l'échange avec les hospices civils de Lyon, mais les hospices civils de Lyon ne sont que le porteur, entre guillemets, de l'idée. L'idée derrière, c'est de travailler sur les maladies rares et ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Donc, vous savez, quand on est malheureusement, quand on a une maladie rare, on n'est pas diagnostiqué tout de suite et il y a tout un temps où on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Et en particulier, quand ça touche les enfants, les parents sont assez désemparés sur la capacité d'interagir avec le monde de la santé. Donc ça, c'est un défi extrêmement important pour nous, d'autant que derrière, tous les défis qui seront dans ce cadre-là seront, je dirais, portés, en tout cas épaulés par la plateforme Maladies Rares des Hospices Civils de Lyon.
Oui, et puis le 6e défi, du coup, concerne l'isolement contraint et la santé mentale. Que proposer, en fait, pour maintenir ce lien malgré des contraintes liées à soit une crise sanitaire, comme on est en train de le vivre en ce moment, soit quand on est contraint d'être hospitalisé et du coup écarté de son quotidien, ou quand on a une pathologie en santé mentale qui nous demande, en fait, de réinventer cette relation humaine. En tout cas, c'est des questions qu'il faut qu'on arrive à positionner. Donc, voici nos 6 défis. On n'en dit pas plus parce qu'on est un peu pressé par le temps. On vous rappelle juste les numéros. Donc, le numéro 1 du défi 1, c'est la formation aux outils numériques des professionnels de santé. Défi 2, les seniors en activité, comment agir pour leur prévention en santé. Défi 3, l'expérience patient en oncologie. Défi 4, les maladies rares et l'errance diagnostique. Le défi 5, les CPTS et la coordination territoriale de proximité en santé avec les actions pour la prévention. Et défi 6, l'isolement contraint des personnes et les conséquences sur la santé mentale. Voilà, donc les défis sont vraiment des thématiques qui appellent maintenant des projets. Hein. On imagine autour de 3-4 projets, sous-projets par défi, hein, avec les équipes qui vont avec. Donc, pourquoi on est dans cette dynamique-là? Parce que, en fait, on reformate le hackathon. Donc, je vous donne un petit peu maintenant l'éclairage, mais on va y revenir de façon très spécifique, point par point, comme le dit Juliette, sur les différentes séquences. Vous les voyez s'éclairer là maintenant en non grisé. Du 27 au 14 janvier, on vous a prévu une séquence de préparation. Donc le point de rendez-vous prochain, ça sera le 9, puis après le 7, et puis après, bien sûr, ce sprint final du 14, 15, 16 janvier 2021. On aura la chance d'avoir un hackathon 2020-2021. On en fait 2 en 1, d'une certaine façon. Donc, un nouveau calendrier dont le but, en fait, est simplement de permettre aussi cette édition 100% digitale, puisqu'on se met vraiment dans les contraintes strictes de l'isolement et de la distanciation. Et donc, pour pouvoir arriver dans les bonnes conditions au moment du sprint final, on vous a prévu donc 2 séquences qu'on va détailler juste maintenant. Effectivement, donc pour nous, c'était vraiment important de ne pas perdre l'énergie qui a été déployée depuis ces dernières semaines et ces derniers mois pour construire ensemble ces thématiques, ces défis, ces projets. Donc encore une fois, tout reste ouvert puisque la présentation des porteurs de projets, les fameux pitchs, seront proposés le 9 décembre. Donc on est encore là à votre disposition, les porteurs de projets, d'idées, tous ceux qui ont envie de soutenir une idée de solution ou inventer quelque chose en lien avec les défis. N'hésitez pas à nous contacter puisque ce sera le 9 décembre que nous vous présenterons à l'ensemble de la communauté HH pour préparer les équipes du hackathon. Donc, ce qu'on va vous préparer aussi la semaine prochaine, c'est un atelier pour vous préparer au pitch, pour vous préparer à la guidance des équipes en mode virtuel, tout un tas de solutions pratiques qu'on vous met à disposition, les porteurs de projets, parce qu'aujourd'hui, il ne suffisait pas juste de virtualiser un événement qu'on avait l'habitude de faire en présentiel. Il fallait aussi l'adapter, puisque dans cette configuration 100% virtuelle, il nous faut absolument agir de manière construite avec l'ensemble des parties, c'est-à-dire aussi bien les contributeurs, des participants, que des porteurs de projets, mais aussi nos partenaires. Voilà, l'ensemble de la chaîne doit être réuni en virtuel, et ce n'est pas ce qui nous arrête avec cette crise sanitaire. Alors, comme vous l'avez compris, il faut passer à l'action, non pas le 14, il faut passer à l'action dès le 9. Hein. L'idée, comme Juliette l'a précisé, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait l'ensemble des porteurs d'idées qui répondent aux défis qu'on a lancés le 9, puisqu'ils auront l'occasion de se présenter dans la même configuration qu'aujourd'hui, avec une prise de parole, je dirais, définie, puisque l'idée du pitch, c'est toujours de rassembler les idées rapidement. Préciser aussi qu'on va être épaulé par nos amis de HH Besançon, puisque Christophe Dolay va nous aider à coacher les futurs pitchers. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, puisque la coopération entre les chapitres, ça fait partie de l'essence même du mouvement. Donc l'idée, une fois qu'on a réussi à
à finaliser ces pitchs et surtout à identifier tous ces projets qui vont être présentés, c'est de constituer des équipes. Donc, vous savez, dans les hackathons, il y a la phase de présentation, il y a la phase de constitution. Tout ça, normalement, se fait dans une soirée. Ben, nous, on aura un mois pour le faire. Donc, on va avoir des équipes de choc, hein, comme on dit. Donc, l'idée, c'est de se retrouver tout début janvier, le 7 exactement, pour la constitution des équipes à partir des projets qui vous en seront présentés le 9. Et à ce moment-là, on vous aura mis à disposition des outils, des Slack et autres outils qu'on n'arrive pas à prononcer, nous, en Europe. Voilà, et donc on aura des visios, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à faire un enregistrement des équipes une semaine avant le hackathon, pour que dans le cadre du bouquet final, hein, qu'on pourrait appeler comme ça le sprint final, on puisse constituer des groupes projets avec des vraies forces vives, des vrais talents pour pouvoir maqueter les idées qui vous seront présentées le 9 décembre prochain. Alors, le dernier point, c'est le hackathon, au final. Effectivement, le dernier point, c'est pourquoi on a séquencé de manière aussi précise les étapes clés. C'est vraiment pour arriver à ce sprint final du 14 au 16 janvier, donc du jeudi au samedi, pour respecter un temps aussi un peu lourd en ce moment. Tout le monde en a un peu ras-le-bol de ces visios. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment proposer un événement construit en phase avec les capacités de chacun, parce que, comme Luc l'a ressouligné tout à l'heure, un hackathon réunit à la fois des professionnels de santé, des usagers de santé qui viennent de tous horizons, mais aussi des makers, des designers, des entrepreneurs, toutes les forces vives en fait qu'on retrouve dans les différentes communautés et motivés par l'innovation en santé. Donc pour ça, effectivement, on est en train de vous préparer un programme très dynamique avec des conférences, des lives et tout un tas de surprises pour que chacun puisse vraiment participer à ce sprint final de 48 heures dans les meilleures configurations possibles. Donc faites-nous confiance. Vous le voyez à l'écran et je repasse la parole à Gérald. Cette version-là du Hacking Health à Lyon va être un peu transformée cette année, mais ce n'est pas pour autant qu'on perd l'énergie et qu'on diminue en tout cas les attentes. Bien au contraire, la capacité de faire en virtuel nous permet à tous et d'ouvrir encore plus les horizons avec des mobilisations d'experts de tous horizons. Alors, comme le dit Juliette, et on va te laisser réagir, Luc, à distance, on va pas faire ça, on va pas faire ce qui est sur la photo, mais on va garder l'esprit. Hein, l'esprit, le dynamisme, même si le virtuel le digital plutôt, est assez froid au final, nous, on aurait aimé avoir 100-150 personnes comme on les a tous les ans devant nous, voire plus. Eh bien, on va créer à travers les outils, la façon dont on va l'animer, la présence de Luc aussi qui va être sans doute... alors, je ne sais pas si on arrivera à le virtualiser ou l'holographier ou quelque chose comme ça. On va regarder dans les startups de H7 s'il y a des gens qui sont capables de faire ça. Mais on va essayer de créer cet événement avec l'ensemble des ressorts qu'on peut imaginer quand on le fait en présentiel. Et on va surtout donner les outils, on va former les gens pour qu'ils soient au top niveau par rapport à ça. Et puis on vous garde des surprises parce que visiblement la crise pandémique, en tout cas le pic est un peu derrière nous. Donc on peut imaginer qu'au 15, on puisse faire un certain nombre de choses, mais on ne voudrait pas vendre la peau de l'ours, comme on dit au Canada et au Québec, avant d'avoir la certitude de faire des choses comme ça. Luc, si tu peux peut-être nous donner ton ressenti, parce qu'on a essayé de le travailler ici en interne avec nos partenaires, on n'était pas sûr du coup, mais est-ce que ça te paraît quelque chose de conforme? C'est une programmation extraordinaire. Je pense que vous allez avoir le temps, les équipes vont avoir le temps d'aller chercher de la validation de la part des patients, des usagers. Les équipes vont avoir le temps d'aller chercher des partenaires stratégiques, puisque le tout va se dérouler sur une longue période de temps, et d'être capable aussi de faire des itérations sur les solutions qui vont être présentées. Vous m'entendez bien? On n'entend plus le chien, par contre. Alors, non, c'est ça. Mais, et oui, le lieu, le forum extraordinaire du H7, c'est un endroit mythique, historique, qui est très symbolique aussi d'être à la confluence. C'est un élément important puisque
ça représente non seulement les fondations de Lyon, mais ça représente aussi les fondations, on l'a bien expliqué, de ce mouvement international et de la croisée des chemins, de la capacité de mixer, de hybrider, de connecter. Et c'est un peu ce qui se passe à Confluence et dans cet endroit de l'EH. Moi, tu sais, Gérald, j'étais époustouflé quand on a eu la chance de participer, quand j'ai eu la chance de voir de mes propres yeux cet endroit avec un drone qui captait les images des équipes, avec les VIP qui allaient à la rencontre des gens et des projets qui étaient tous plus intéressants que les autres. Une belle grande folie, et surtout avec des haut-parleurs et une sono qui était digne d'un concert de rock. Ça faisait vibrer la salle. Là, on va trouver des moyens de faire vibrer les gens, mais un peu tous à la maison, en isolement, mais on va se connecter quand même par les moyens numériques. Et comme vous êtes bon, on va y arriver. Voilà, Luc, on n'a pas tout révélé tout de suite. Par exemple, tu vois ce soir qu'il n'y a pas la musique, mais dès la prochaine édition, enfin en tout cas dès le 9 pour la présentation des défis, la musique sera là parce que c'est l'ingrédient, en plus de Luc, c'est un ingrédient indispensable pour faire monter l'ambiance. Mais voilà, on est aujourd'hui dans une séance d'explication sérieuse, etc. On va vous parler maintenant, parce qu'on arrive à la fin de notre heure de prise d'antenne, de ce qu'il va falloir faire, les amis porteurs de défis, amis IE et I, parce que c'est le moment d'agir. Effectivement, on attend vraiment tout le monde pour cette 5e édition qu'on prépare depuis un certain temps. On a fait le choix du coup de vous orienter toutes et tous sur le Sparkboard, que vous soyez motivés pour porter une idée, porter un projet, rassembler, fédérer, en tout cas organiser une équipe autour de vous. Il faut vous déclarer sur cet outil en inscrivant votre idée sur ce Sparkboard. Et pour ceux qui souhaiteraient du coup participer, contribuer dans les équipes parce qu'ils ont des compétences ou une vision, une envie ou juste une simple bienveillance. Et n'hésitez pas, il faut marquer votre intérêt. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive pendant ce mois de décembre à vous connecter les uns les autres pour que ceux qui recherchent des compétences puissent les trouver et que ceux qui veulent contribuer puissent aussi être rendus visibles. Donc on vous donne bien tous rendez-vous sur cet outil qui a un nom un peu barbare, mais qui finalement dit une chose assez jolie, de briller, d'étinceler. Les étincelles, c'est ça, Luc. Donc, en bon québécois. Ben oui, le tableau d'étincelles. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment important que vous soyez tous identifiés dessus. Et puis pour toutes les questions relatives à l'organisation, aux différentes séquences et aux propositions qu'on peut vous faire, tout est inscrit et mis à jour sur notre site internet www.hhlyon.org. Et puis nous, on reste bien sûr surconnectés pour répondre à toutes vos questions par téléphone, réseaux sociaux, mail, bref, tous les moyens de communication dont on connaît. Je profite aussi également de rappeler, puisqu'on est vraiment dans la clôture du coup de cette heure de webinaire, pour vraiment remercier très sincèrement toutes les personnes qui contribuent depuis le lancement de cette manifestation. Que ça soit d'un appui technique ou autre. Vraiment, on remercie l'ensemble de nos partenaires, de nos prestataires, toutes les personnes qui gravitent autour du Hacking Health, puisque vous nous voyez deux à l'écran, mais il y a aussi Avril et Raphaël qui sont derrière, et toutes les personnes qui sont représentées dans les entités qui sont représentées derrière moi. Donc encore une fois, un grand merci à toutes et tous. Alors, comme il est 17h00 et qu'en bon nord-américain... Ça y est, vous respirez un peu plus les Nord-Américains maintenant, depuis quelques jours. On va laisser le mot de la fin à Luc. Moi, oui, en effet, je voulais vraiment féliciter les 6 personnes qui sont derrière, qui sont à la technique, parce que pour faire 1 heure de live comme ça, c'est des heures et des heures de préparation, et on s'engage dans une séquence, comme on l'a présenté, de 3 lives, plus le hackathon, plus plein de surprises, plus des plateaux TV, etc., pour la début d'année. Donc, grand merci à vous. On ne peut pas citer tout le monde, mais c'est vraiment exceptionnel, et on est vraiment très ravis d'être avec vous avec ces moyens-là, parce que pour faire du digital, il faut avoir des gens compétents pour que ça marche. Et puis, donc moi, je remets la casquette. Et puis, c'est pas moi qui vais finir le live, c'est Luc qui va finir le live. Nous, on reprend plus la parole.
donne-nous l'impulsion là, parce qu'on en a besoin. Alors, je vous dirais, le monde vous regarde, c'est votre occasion unique de changer le monde, de faire votre contribution pour réimaginer, réinventer la santé de demain, relever le défi. C'est une occasion extraordinaire. Vous êtes parmi les meilleurs au monde et on est impressionnés et fiers de vous. Allez, bon Hacking Health Lyon, impressionnez-nous.